Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième et dernière table ronde des RNBM 2025. Je pense que vous avez bien profité de vos visites ce matin, qui était qu'on allait un peu dans le dur, dans le sujet, c'est-à-dire des collections patrimoniales ou des collections Radio France qui ne sont pas patrimoniales mais qui le sont. Enfin, ceux qui y étaient doivent savoir de quoi je parle. Et cette table ronde a une particularité par rapport aux deux autres, c'est qu'il n'y a aucun bibliothécaire d'invité. Mais l'idée, c'était plutôt de proposer une table ronde qui s'intitule donc «Comment identifier et faire vivre un patrimoine musical aujourd'hui», en invitant des acteurs culturels, chacun à leur niveau, chacun à leur façon, qui vont faire vivre ces patrimoines musicaux, qui vont les identifier et ou les faire vivre, enfin la médiation, chacun d'une façon différente. Donc on a le plaisir d'accueillir Julie Oleksiak, qui est coordinatrice de la recherche pour le CMTRA, donc le Centre de musique des traditionnels de Rhône-Alpes, voilà, qui nous présentera plus spécifiquement un dispositif qui s'appelle, enfin un dispositif, une plateforme qui s'appelle Infrason. Sylvain Clément, qui est ici, qui représente Radio Minus, qui en fait sont qu'on connaît plus aujourd'hui par de multiples formes de médiation du patrimoine musical enfantin, musique pour les enfants, musique faite par les enfants, par des expositions, des rééditions, des spectacles, des fêtes. Mais il va nous présenter tout ça. Et, finalement, on va commencer par eux. Je pense que je ne les vois pas encore, mais ils sont là, en direct de Rio de Janeiro. Il me semble. Donc Alan Marceau et Olivier Duport qui présentent le projet Flip Project. Donc je vais évidemment le laisser développer cette présentation, mais il s'agit d'une maison d'édition de disques, de livres-objets à partir de patrimoine sonore du monde entier. Et s'ils sont en direct, donc on les avait invités, ils m'avaient dit oui, puis finalement ils m'ont dit on sera à Rio, mais on pourra le faire en visio. Et ils y sont pour de bonnes raisons, pour travailler sur sur leur prochain sujet, un de leurs prochains sujets de travail. Un des points communs aussi, je pense qu'on l'abordera, en tout cas je vous poserai des questions dans ce sens, c'est qu'on est quand même des rencontres nationales de bibliothécaires musicaux, et quand même un point commun, si vous n'êtes pas bibliothécaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, se trouve sur votre chemin de recherche, ou pour identifier un fonds, ou pour le faire vivre, ou pour en faire de la médiation, les bibliothèques rentrent quand même à un moment ou un autre dans votre parcours. Donc pour vous, pour le public, c'est un peu l'idée, c'est un peu de vous faire rencontrer des acteurs qui vont utiliser nos bibliothèques d'une façon ou d'une autre à un moment pour faire vivre ce patrimoine musical dont on parle depuis hier. Pour le format, ce ne sera pas une vraie table ronde, on va faire une série de 3 présentations et je poserai quelques questions après à chaque intervenant, et si vous avez des questions, évidemment, il y a toujours le fameux micro qui circule. On m'a prévenu qu'il y avait des bavards, donc je ferai maître du temps et je n'hésiterai pas à couper s'il le faut. Voilà, et écoutez, bonne dernière table ronde, et Alan, Olivier, je vous laisse débuter. Ok, en tout cas, merci pour l'invitation, et on est vraiment très, très honorés de pouvoir vous parler un peu de ce qu'on essaye de faire en général, et puis de vous écouter aussi pour voir votre point de vue par rapport à vos propres disciplines et travaux. Moi, je vous suggérerais qu'on puisse faire notre intervention un peu en suivant les 4 points suivants assez basiques, c'est-à-dire que je pourrais vous raconter dans un premier temps comment on a commencé, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on fait exactement, et puis basé là-dessus, Olivier pourrait continuer en vous donnant un petit cas d'étude, et peut-être également en ajoutant justement comment est-ce qu'on peut ou comment est-ce que nous on interagit justement en général avec des institutions qui sont bien mieux organisées que nous dans le domaine justement bibliothécaire ou de l'archivage. Alors en fait, nous, Olivier Duport et Alan Marceau, on est en général des passionnés de musique, mais aussi d'anthropologie, de recherche et d'art en général. Et quand on a voulu lancer notre propre projet il y a une dizaine d'années, on s'est un peu rendu compte qu'il y avait un peu un contexte polarisé
entre deux mondes qui étaient les suivants, c'est-à-dire un monde très académique lié à l'ethnomusicologie, qui de temps à autre interagissait avec, on va dire, un monde proche de la world music, et d'autre part, dans ce qu'on pourrait considérer comme une forme de recherche musicale, une vision très tropicaliste des choses, peut-être même des fois un peu superficielle, même un peu problématique. Et donc, on trouvait qu'entre ces deux mondes, il y avait peut-être une manière de trouver une troisième voie. D'ailleurs, on est toujours en général intéressé par les troisièmes voies. et, et donc, c'est comme ça qu'est né FLI. Et pour la petite anecdote, c'est un acronyme qui veut dire le Front de libération de l'écriture et de l'écoute, mais on était un peu jeune quand on a initié ce projet. Et donc, là est née cette idée de créer une sorte de projet un peu en trois temps, c'est-à-dire une fois l'objet musical défini, c'est-à-dire un phénomène musical, culture, rituel musical dans un endroit en particulier, on commence un travail de documentation. Et pendant ce travail, on va faire une sorte de cartographie des sujets et des enjeux là autour, en rencontrant bien entendu des gens qui ont les compétences, l'expertise et la légitimité pour en parler. Dans un deuxième temps, on va travailler sur une hybridisation, c'est-à-dire qu'on va demander non seulement à des journalistes, des universitaires, des témoins du phénomène de parler de ces sujets, mais également à des artistes. Donc ces artistes vont donner un point de vue sur le phénomène musical à travers ou une œuvre d'art qu'on retrouvera dans le livre, par exemple. Ça, c'est un de nos derniers projets. Mais également à des musiciens, puisqu'en fait, on travaille toujours sur des compilations qui accompagnent les bouquins et qui comportent deux vinyles. C'est-à-dire un premier vinyle avec une archive sonore, justement, qu'on sort en collaboration la plupart du temps avec des institutions comme les vôtres, quand c'est possible, mais peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard. Et puis un deuxième vinyle qui est la réinterprétation de ces archives par des artistes, musiciens un peu contemporains, et on est très ouvert sur des genres qui vont vraiment du jazz, musique électronique. Et puis, il y a une troisième étape en général dans notre projet et dans nos recherches, qu'on retrouve principalement d'une part dans le livre, mais aussi dans des conférences ou des lancements qui vont accompagner la diffusion, c'est une sorte d'analyse un peu réflexive sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de parler des questions d'enjeux de pouvoir, de questions liées à la marchandisation, d'autres aspects problématiques aussi liés à l'appropriation culturelle, et des grandes questions qui sont aussi liées souvent à des questions théoriques sur l'ethnomusicologie dans un nouveau monde postcolonial et globalisé, quoi. Et donc voilà ce qu'on essaie de faire, et comme en effet le temps est limité et on tend aussi à être bavard, peut-être je vais laisser la parole à Olivier pour le reste. Ouais, voilà. Bon, à titre personnel, merci aussi encore une fois de nous permettre de parler un petit peu de ce projet. Plutôt que d'aller sur un cas d'étude peut-être très particulier, j'aimerais prendre en fait plusieurs exemples, vu qu'on a quand même depuis quelques années maintenant eu la chance de compléter, allez, combien, 6 projets désormais, sachant qu'encore une fois, il y a quand même pléthore de situations qui se présentent à nous, et je pense qu'elles sont intéressantes à considérer pour ce qu'elles sont, parce qu'elles permettent de soulever des questions qui peuvent être différentes, mais qui restent toutefois relativement complémentaires. Par rapport au sujet aussi de cette table ronde, conférence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'identification du patrimoine et après sa mise en valeur, me paraissent être des composantes importantes. Déjà, par rapport à ce qui constitue du patrimoine, je pense qu'on n'a pas le temps de passer sur la question aujourd'hui d'Ixtenso, mais en tout cas, c'est quelque chose déjà qui nous préoccupe beaucoup. Par rapport après à l'identification de celui-ci, déjà à ce sujet, nous, il y a un énorme travail qui doit être mené. Et en fait, cette identification, pour qu'elle permette de poser les bases d'un projet qui soit relativement solide, hein, parce que pour nous, c'est relativement important de considérer qu'on travaille avec un patrimoine, en l'occurrence, qui est du coup parfois sensible, mais qui dans tous les cas doit être respecté. Cette identification, elle doit se faire en respectant certaines règles. Du coup, pour ce faire, pour nous, on n'est pas des ethnomusicologues, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des anthropologues,
on n'est pas des chercheurs, mais en même temps on l'est, on est un petit peu de tout ça. Et donc, ça implique évidemment qu'on aille chercher l'expertise, l'appui de personnes qui peuvent nous permettre justement de ne pas se tromper sur ce processus d'identification. Et les bibliothèques font partie évidemment de ce maillage-là, comme d'autres institutions. Typiquement, ça peut être problématique dans le sens où sur pas mal de matières, de ressources et d'archives, et notamment sur certaines qui peuvent être enregistrées et qui peuvent être un petit peu anciennes. Et il y a souvent des flous un peu gaussiens par rapport à l'attribution même, à la paternité des enregistrements, et puis après, au niveau de la question légale également, toutes ces questions qui nous préoccupent beaucoup. Nous, on a déjà dû mettre des projets très clairement en pause de manière indéfinie dû à ces questions, sachant qu'évidemment, on essaie de s'appliquer quand même une éthique de travail qui implique qu'on puisse aller de l'avant à partir du moment où il y a des validations très claires et des garanties en fait qui soient données sur justement encore une fois la paternité de ces œuvres et la possibilité de donner aux ayants droit leur dû. Je vais vous donner un exemple, mais typiquement, quand on a commencé ce projet, on a eu la chance de travailler au Kenya, essentiellement, et en Afrique de l'Est, sur une musique qui s'appelle le Benga, une musique des années 70, qui a été une musique qui a beaucoup transité par des producteurs très privés, entre guillemets, et un petit peu ripou aussi parfois. Et donc typiquement, c'est vrai que dans ce cas-là, par exemple, on a dû passer par des producteurs qui ont pu nous permettre de faire des licences, mais c'était un cas intéressant dans le sens où il y avait une relative absence en fait de cadre. Il n'y avait pas d'institution à proprement parler qui défendait une vision comment dire, une institutionnalisation des archives. Il n'y avait pas de cadre. Et donc, sans ce cadre-là, on a été obligé de passer par ce producteur-là qui était un petit peu véreux, c'est su. Et donc, on a essayé d'expliquer dans le livre qu'on publiait avec le disque une des limites du projet qu'on a pu publier à ce moment-là, qui était évidemment celle-ci. Tout ça pour dire que, par exemple, dans ce genre de situation, on s'est bien rendu compte de l'importance justement des structures que peuvent être les bibliothèques ou les institutions qui ont à charge de défendre le patrimoine, l'héritage aussi culturel de territoires et de communautés données. Ça, c'est un des premiers exemples que j'ai. Évidemment, je pense que ça sera intéressant quand même qu'on vous raconte rapidement comment on s'est connu avec Damien, quelque part, parce que mine de rien, c'est également sur ces prémices-là qu'on s'est connus, c'est-à-dire qu'il y avait une archive, il y a toujours d'ailleurs une archive relativement importante à la médiathèque musicale de Paris qui était relativement intéressante pour nous. Et là aussi, il y a un vrai flou par rapport à la paternité de ces œuvres. Donc, il y a tout un travail qu'on a commencé à mener, mais qui est en train de s'étirer sur une longue période de temps, qui consiste à essayer de retrouver la trace de ces enregistrements. Et là, par exemple, en effet, nous, ça nous a quelque part grévé dans la possibilité d'avancer sur ce sujet, sachant qu'on n'a pas encore trouvé la réponse à ces questions. Par exemple, aujourd'hui, on est à Rio, en effet, et typiquement, là aussi, on est en train de piétiner un petit peu, donc je vous donne vraiment de manière très concrète un exemple, mais qui est d'ailleurs, on va y retourner après cet appel, relativement énervant, mais on est plutôt sur la base d'une archive privée, qui est une archive exceptionnelle, en fait, d'un musicien et ingénieur du son brésilien de légende qui s'appelait Jalma Correa, qui a travaillé avec tous les plus grands dans la musique brésilienne. Donc, on a réussi à trouver son fils qui habite très très loin dans la pampa de l'État de Rio et avec lequel on essaye de négocier. Mais vu que la personne est un petit peu capricieuse, on est face à un espèce de mur qui en fait soulève des enjeux qui sont énormes, sachant que lui a hérité quelque part d'un fonds qui est gargantuesque, exceptionnel, et qui surtout, dans pas mal de cas, c'est d'anciennes bobines, des cassettes, il y a énormément de supports dont il n'y a absolument pas de copie. Et là, on est vraiment face à un enjeu qu'on essaye d'ailleurs de souligner auprès de lui. On essaye de lui dire, mais nous, on est finalement une tierce partie. On essaye d'aller accéder à ça pour en faire profiter, et j'y viendrai dans la seconde partie, par rapport à l'activation, entre guillemets, de ce patrimoine. On essaye vraiment simplement de le mettre en valeur, de le transmettre. Mais ce n'est pas notre prérogative de l'entretenir, entre guillemets,
ou de lui donner un cadre un peu plus formel. Ça, c'est plus au niveau institutionnel que ça se fait. Mais là, pour l'instant, on est dans cette espèce de tension où lui ne perçoit pas l'importance de la chose, mais nous, rien qu'en allant lui rendre visite, il y a des cassettes, il y a des bobines qui sont en train d'être abîmées. Donc, il y a vraiment le temps qui est en train de faire son office. Et ce matériel extrêmement précieux, en tout cas pour nous, je pense pour lui aussi quand même, hein, est en train d'être perdu. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup et c'est extrêmement énervant. Alors, heureusement, dans certains cas de figure, on a réussi à, à outrepasser ce problème. Dernièrement, on a sorti un projet en lien avec le mont Athos, donc par rapport à la péninsule monacale du mont Athos dans le nord-est de la Grèce. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la chose, j'essaierai d'aller très vite là-dessus, mais concrètement, on a travaillé là avec le musée d'ethnographie de Genève, qui détient une énorme collection d'enregistrements sonores et qui avait cette volonté en fait de continuer évidemment ce travail de valorisation de l'archive et qui était réceptif à cette idée que nous défendons, c'est-à-dire de considérer que oui, les archives doivent être entretenues, elles doivent être organisées, elles doivent être défendues, mais elles doivent également, si l'occasion se présente, être les prémices de quelque chose de nouveau, d'une conversation qui n'est pas forcément figée dans le temps, et c'est ce que Alan mentionnait avec l'intervention d'artistes un peu plus contemporains, et comment dire, et l'idée pour nous, en tout cas, d'ouvrir la discussion sur la base de ces archives. Je voulais juste quand même rappeler sur cet exemple ce qui avait été extrêmement intéressant pour nous, et là on s'est senti d'une forme d'utilité par rapport au monde institutionnel, dans le sens où on est quand même un peu des électrons libres, je pense, c'est qu'on a pu, sur la base d'enregistrements qui avaient été faits par un ethnomusicologue que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelait Samuel Bobovi, dans les années 60 si je ne m'abuse, donc il avait fait plusieurs voyages sur le mont Athos. Simplement, il n'avait pas toutes les informations, en tout cas, il ne les avait pas notées proprement, donc on ne savait pas qui étaient les moines qui avaient pu prêter leur voix sur ces enregistrements. Enfin, il manquait pas mal d'informations, et nous, notre présence sur place, c'est peut-être qu'avec cette dimension peut-être un peu plus informelle, entre guillemets, que le monde institutionnel, on a pu, en fait, de manière effective, trouver les informations manquantes et donc compléter ces archives, et c'était évidemment très gratifiant pour nous parce qu'on a vraiment eu l'impression d'être quelque part, d'une part, utile pour la chose, et puis de deux, il y a quand même une responsabilité qui est la nôtre, c'est-à-dire que quand on va contacter des artistes pour qu'ils créent quelque chose de nouveau, et ben là, en l'occurrence, on était quand même en mesure de leur donner la totalité en fait de cette palette, ce qui est évidemment très important parce qu'encore une fois, il y a une forme de pédagogie par rapport à ça. Et donc voilà, ça c'était pour les quelques exemples et les divers cas de figure. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, par rapport à l'identification de l'archive et comment dire, à la manière d'aller de l'avant. Et après, par rapport comment dire, à la mise en action en fait de tous ces contenus. Alan en a déjà touché un mot, donc je ne vais pas la faire trop longue, et peut-être qu'à ce stade-là, je pense qu'on a déjà outrepassé de toute manière les 15 minutes. On peut passer aux questions, évidemment, ce sera peut-être plus interactif. Merci beaucoup. Non, il y a encore Alors moi, j'aurais peut-être une question. Peut-être que vous pouvez préciser que quand vous initiez des projets comme ça, alors peut-être que vous en avez... Alors, le projet de la MMP dont on parlait, c'était autour de la musique, de musique indienne, dont on a essayé. Oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec une présentation de Madeleine Leclerc, qui s'occupe du département d'ethnomusicologie au musée d'ethnologie d'ethnographie de Genève. Et en effet, on se heurte à des problèmes de droit parce que en effet, ils l'ont dit, mais je peux en témoigner, ils sont très droits, justement, et donc ils essaient vraiment de faire les choses dans les règles de l'art, et quelquefois on se trouve dans des situations, dans ce cas-là, face à des labels qui se disent « Ouh là là, des Français qui veulent sortir, c'est le jackpot », alors que pas forcément, et qui demandent des sommes exorbitantes pour lâcher les droits. Mais d'ailleurs, petit complément, Damien, si je peux me permettre, mais tu sais que d'ailleurs, la francité, entre guillemets, nous a joué des tours, typiquement encore hier, quand on était en train de négocier au niveau de l'archive, parce que c'est vrai, et après, il y a des logiques postcoloniales aussi, et par moments, je veux dire, c'est complètement intelligible, mais typiquement, il était question d'une forme de rapport de force, en tout cas économique, supposé, c'est-à-dire que le fait qu'on soit français impliquait qu'il y ait, en effet...
une carotte en fait. Mais pardon, je te laisse. Non, mais c'est intéressant, je pense, de donner cette clé-là. C'est que vous êtes une maison d'édition, disques, livres indépendante. Et quand vous faites ces projets, vous essayez de trouver des partenaires institutionnels, même pour le financer, tout ça. Là, par exemple, vous êtes dans le cadre de la saison France-Brésil, de l'Institut français. Lorsque vous avez fait des choses sur les champs de pêcheurs au sud du Portugal, il me semble, vous étiez vous allez me corriger, hein, sur en rapport avec un musée à Lisbonne ou. Bien. Voilà, donc peut-être que vous pouvez préciser ce cadre-là qui est quand même intéressant, dans lequel vous arrivez à avancer. Oui, je pourrais parler 2 secondes de notre modèle économique. Enfin, je pense que ça peut être intéressant d'être assez transparent là-dessus. Depuis quelques années maintenant, en tout cas pour vivre et faire en sorte que le projet survive, on a un tiers de nos ressources qui viennent de subventions, justement, où on essaye de cibler différentes institutions de manière très opportuniste, dépendant du contexte d'un projet et de sa géographie. Un deuxième tiers, c'est nos ventes, des DJ sets qu'on va aller faire, des lancements, des conférences. On donne pas mal de cours aussi dans des universités. Alors c'est assez drôle parce qu'on est entre les écoles d'art et le monde des sciences sociales. Et puis un tiers, et ça c'est notre part un peu plus sombre, on va dire, où on travaille un peu avec Babylone, c'est-à-dire qu'on nous a commissionné assez souvent des sortes d'œuvres d'art ou des installations liées à nos projets. Par exemple, quand on a travaillé sur les pêcheurs de perles du Golfe, comme on avait beaucoup travaillé sur le sujet avec beaucoup d'entretiens filmés, vidéos, on nous a commissionné, par exemple, des installations vidéo dans le cadre d'un salon de la bijouterie, quoi. Donc ça nous arrive aussi, si c'est pas scandaleux, de faire en sorte de travailler avec ce genre de secteur un peu plus commerciaux. Donc, en fait, ce qui nous fait survivre, je te laisse compléter, je pense, c'est vraiment d'avoir un modèle économique hyper diversifié. C'est-à-dire qu'on a vraiment des rentrées d'argent qui viennent enfin, des petites rentrées d'argent, mais qui viennent de beaucoup d'endroits différents, quoi. Ouais, juste pour compléter là-dessus, en effet, c'est vrai que c'est important pour nous, on est obligé de diversifier dans le sens où on est pleinement indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de financement structurel ou systémique qui nous permettent de nous projeter sur le moyen terme, même le moyen terme, ça serait bien. Et donc, ça implique évidemment de reprendre un petit peu les choses à zéro à chaque projet qu'on va entamer. Après, quand même mentionner que on observe une vraie ligne rouge au niveau éthique et moral, hein, par rapport à notamment la provenance de fonds. C'est-à-dire que là aussi, pour prendre un exemple, mais sur ce projet sur les pêcheurs de perles dans le Golfe, typiquement, il y avait des thématiques en lien notamment avec l'esclavage qu'il fallait qu'on traite par honnêteté intellectuelle et par véracité scientifique dans ce cas-là. Il se trouve que pendant le développement du projet, on a eu des échanges à un moment donné d'ailleurs qu'on n'était pas allé chercher, mais qui se sont produits avec de l'institutionnel au niveau de ces pays-là, au niveau du Golfe. Et là, en l'occurrence, on avait vraiment le sentiment que si on allait de l'avant avec ces partenariats, il y aurait une forme d'intrusion par rapport au contenu éditorial. Et là, pour le coup, c'est quelque chose auquel on n'a pas donné suite, parce que l'important restant évidemment de pouvoir quand même avoir la pleine liberté sur ces choses-là. Et donc, en fait, ce que j'essaie de souligner très rapidement et en 2 mots, c'est que ce modèle économique, on l'a pensé de sorte à ce que le contenu qu'on déploie n'en souffre jamais. Et pour l'instant, je pense vraiment honnêtement que c'est le cas. Et c'est vraiment un fil conducteur du projet, quoi. Avant de passer la parole à l'audience, si vous avez des questions, réfléchissez, n'hésitez pas. Juste un mot pour dire, alors, j'entends que ce projet sur lequel vous êtes est plus compliqué que prévu. Théoriquement, pour dire le lien avec la bibliothèque, il est prévu un rendu à la médiathèque Françoise Sagan fin septembre à Paris, toujours dans la fin de cette séquence de la saison France-Brésil. On en reparlera suivant
Voilà, c'est un work in progress. Et aussi pour vous dire que n'hésitez pas à aller voir flipproject.com pour voir les objets, écouter la musique, voir le détail. C'est des disques et des livres que vous pouvez commander pour vos établissements. Je fais la porte-parole pour vous, mais c'est quand même des objets assez... sur le fond et la forme, c'est vraiment... c'est pas étonnant que ça continue et que ça marche, en fait. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions Karl va pouvoir passer le micro si vous en avez. Non, pas vraiment. Si. Quel est votre disque préféré que vous avez fait? Bonjour, c'est très cool qu'est-ce que vous faites. Petite question personnelle, quel est votre disque préféré que vous avez réalisé avec votre projet? Pêcheur de Portugal ou je sais pas, c'était quoi votre préféré? Je pense qu'on n'a pas les mêmes. Moi, je dirais que mon disque préféré, c'est celui sur les pêcheurs de perles du golfe arabo-persique. Et mon livre préféré, c'est le tarantisme sur le sud de l'Italie. Je dirais que si je dois dire les deux, parce que nos projets sont toujours unis, hein, musique et bouquin, donc en général, je dirais que comme projet uni, c'est le projet qu'on a effectué dans le sud de l'Italie sur le tarantisme. Ça, c'est mon projet préféré, mais il y a aussi une dimension très subjective. Ouais, non, c'est dur hein, comme question, c'est pas facile. Mais moi, je dirais que le projet sur le mont Athos, musicalement, est un des projets qui me touche le plus, de par les enregistrements, et, je n'ai pas envie de les appeler historiques, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez l'idée, mais qu'on a pu avoir, qui sont vraiment, enfin c'est très beau, et aussi parce que tous les artistes, je trouve, ont vraiment joué le jeu. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Enfin, me concernant. Et après, oui, sur les livres, le livre sur Athos était très beau aussi, mais là, je suis en train de réaliser que j'arrive pas. C'est dur. Franchement, c'est dur. Non, je sais pas. Sur le livre, c'est trop dur. En fait, ça touche à tellement de thématiques différentes que c'est presque pas forcément comparable à mon sens. Sur le disque, c'est peut-être plus comparable parce qu'il y a quelque chose de très esthétique aussi. On peut l'appréhender de telle manière, mais sur les livres, il y a vraiment des logiques intellectuelles, dans le sens, pas dans le sens, mais dans le sens, je veux dire, il faut réussir à faire sens de ces projets-là pour ce qu'ils sont. Et moi, ouais, j'arrive pas à en définir, je pense. Petite précision, il y a une seconde question, mais pour préciser, parce qu'on l'a pas dit, c'est que les livres que vous éditez sont à chaque fois bilingues, en anglais et dans la langue du pays auquel vous vous intéressez. C'est-à-dire que le dernier, ça va être anglais et grec, et anglais italien, anglais portugais. Petite nuance aussi, mais parfois on essaye de justement mettre la langue française quand même un petit peu en avant, en gros quand les finances le permettent. Mais donc typiquement, par exemple sur le livre sur Athos, il y a une édition en grec, anglais, mais une édition également disponible en grec, français. Donc ça c'était important hein, pour nous évidemment de le défendre. Et sur le livre sur les pêcheurs du Portugal, en l'occurrence, lui n'a même pas de version anglaise, il est exclusivement en français et portugais. Projet sur le Kenya également. Le projet sur le Kenya également. Et pour le fond, parce qu'on n'a pas abordé, par exemple le livre sur le tarantisme, vous faites intervenir le livre, en fait, vous donnez des entrées à des artistes, à des historiens, et à un prêtre, dans l'occurrence aussi dans celui-ci. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir sur un sujet comme ça plusieurs entrées de plusieurs disciplines différentes. Une question ? Oui, bonjour. Une petite question pour revenir sur l'éthique. Vous avez mentionné au vol tout à l'heure la notion d'appropriation culturelle. Est-ce que vous voulez bien revenir là-dessus ? Comment vous la définissez et comment vous vous en gardez ? Oui. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent une tentation qui pourrait nous mener à une forme d'immobilisme, c'est-à-dire qu'on a un privilège et une sorte de voilà, pouvoir symbolique à cause de la situation postcoloniale. Et donc, on ne fait rien parce qu'on serait illégitime où qu'on aille. Ça pourrait être un point de vue. Moi, je pense que l'appropriation culturelle, c'est en fait d'avoir été
T'es figé, Alan. C'est-à-dire que pour détruire... Voilà, là, on t'a retrouvé. Vas-y. Voilà. Pardon, je voulais simplement dire en quelques phrases qu'est-ce qu'on entend nous par appropriation culturelle et comment est-ce qu'on essaye d'y remédier pour aller de l'avant dans le cadre de nos projets. Donc pour nous, l'appropriation culturelle, c'est cette idée d'avoir été violenté par un système colonial 2 fois. C'est-à-dire une première fois pendant le colonialisme, quand le colonialisme a éradiqué une culture particulière, une manière de vivre, une langue, et puis que ces mêmes personnes reviennent des années plus tard avec ce qui a été quelque part interdit et que eux le mettent en scène, quoi. Et donc ça, pour nous, c'est la définition de l'appropriation culturelle. Donc dans ce cadre-là, notre manière en fait de travailler autour de ces sujets sensibles, c'est dans le recueil d'essais et dans le vinyle de donner la parole en fait à des points de vue différents et avec une majorité de points de vue qui sont liés à ce que les ethnomusicologues, mais j'aime pas ce mot, appellent les communautés souches en fait. D'une part et d'autre part, en effet, en jouant carte sur table sur les dynamiques de pouvoir dans lesquelles on effectue nos recherches, quoi, sans être trop naïf à ce sujet-là, quoi. Une question, 2 questions. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir si vous faites aussi du collectage de musique ou si vous vous concentrez uniquement sur les enregistrements préexistants. Et si vous faites du collectage, est-ce que vous vous concentrez sur les langues des pays étrangers, si vous avez déjà fait aussi sur les langues régionales hexagonales? Et si oui, si vous vous êtes intéressé aussi aux racines de ces langues hexagonales qui peuvent prendre leurs racines à l'étranger. Je pense par exemple aux Bretons et aux langues celtes, par exemple. Ouais, merci. Alors, il se trouve qu'au début, on n'était pas parti pour faire du collectage nous-mêmes, puis on s'est vite rendu compte des limites de cette approche. Typiquement, on a fait un numéro qui est paru l'année dernière, il me semble, en lien avec les musiques de détenus dans le Nord-Caucase, donc le Caucase russe, qui impliquait en fait de pouvoir faire des enregistrements actuels, dans le sens où on n'était pas encore, entre guillemets, sur une musique qui était complètement... ou un phénomène qui était complètement passé, entre guillemets, et du coup ça me paraissait quand même important de le documenter, sachant qu'il n'y avait absolument pas de cadre, de cadre académique autour du sujet. Et donc là, en l'occurrence, ce sont de grandes responsabilités, évidemment. On a essayé de faire les choses à peu près proprement et de s'entourer de gens qui ont une expertise encore qui nous a permis d'aller de l'avant là-dessus. Et donc c'était la première fois qu'on le faisait. Sur le Mont Athos, on a d'ailleurs également, donc, comme je le disais tout à l'heure, mais compléter ces enregistrements, ça impliquait aussi par moment d'en refaire d'autres. Et d'ailleurs, sur le disque, sur le Mont Athos, il y a, en fait, si vous le voyez un jour passer dans votre bibliothèque peut-être, des enregistrements qui datent des années 60 et d'autres qui sont plus contemporains, parce qu'on trouve aussi d'ailleurs que de pouvoir, notamment sur de la musique, peut-être là en l'occurrence liturgique, mais qui a tendance à rester la même, en tout cas sur une longue période de temps, de pouvoir quand même comparer les évolutions. Donc ça c'est la première partie, je crois, de votre question, et donc c'est oui, la réponse. Par ailleurs, et par rapport aux langues régionales et à la France, il y a eu pas des actes manqués, en tout cas il y a des velléités, très clairement. Pour nous, l'idée, c'est pas de verser dans une forme d'exotisme. Alors là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on est à Rio et on a travaillé sur des territoires qui sont peut-être un peu plus loin de nous, mais on a bien conscience qu'il y a plein de choses, même en métropole, entre guillemets, qui sont fascinantes. Évidemment que les musiques bretonnes, c'est un vivier exceptionnel et qu'on a très envie de s'y verser. Je pense aussi notamment à toute la région basque, où là aussi il y a des enjeux qui sont fascinants. On a failli travailler sur des musiques corses à un moment donné. Alors là, en l'occurrence aussi, il y a eu d'autres questions d'ordre un peu plus... je ne sais pas si c'est légal le mot, mais des choses qui ont fait que le projet a été un petit peu ralenti. En tout cas, c'est clair, on a ces volontés de pouvoir vraiment, à un moment donné,
se plonger là-dedans à fond. On a notamment travaillé avec des artistes d'ailleurs qui eux-mêmes chantent et font de la musique en langue occitane, par exemple. Et c'est quelque chose, c'était déjà, j'ai envie de dire, une forme d'ouverture sur ces questions-là. Donc je pense que c'est qu'une question de temps. Ça va clairement se faire. Mais on attend, je pense aussi, enfin, c'est pas qu'on l'attend, mais on a appris aussi à essayer de trouver les bons partenaires pour le projet. C'est quand même essentiel d'avoir une forme aussi de confiance. Parce qu'il y a des sujets, enfin, idéalement, on aimerait traiter un nombre de sujets qu'on n'aurait pas la capacité, en termes de ressources, de traiter, évidemment. Mais du coup, une manière de choisir aussi les sujets passe aussi un petit peu par les partenaires qu'on peut trouver. Donc voilà, mais on est super intéressés et j'espère que ça va se faire prochainement, parce qu'en plus, il y a quand même un truc où, en tant que Français, bon, bah voilà, ça serait bien à un moment donné de ramener la chose un peu plus proche de nous. Il y avait une question. Oui, bonjour. J'avais une question sur la dimension de votre projet qui concerne l'édition et la production de vinyle, notamment. Et je pense beaucoup au cas du Brésil dont vous parliez. Est-ce que vous avez rencontré des résistances au niveau de la répartition des droits des artistes, s'ils sont encore vivants, ou des ayants droit, dans le cadre de... Est-ce qu'on est dans du don? Est-ce qu'on est vraiment dans... Voilà, j'aimerais savoir un peu comment ça fonctionne à votre niveau. On n'a pas encore réglé cette question, puisque justement, on est dans une situation où, bon, nous, on s'intéresse à des musiques populaires dont, bien entendu, il y a moins d'attentes commerciales ou pécuniaires pour les communautés sources, mais bien entendu, il y a cette négociation effectuée. Le vrai défi qu'on a, c'est que la personne qui détient ces archives, justement, est elle-même pas tellement certaine de qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette archive. Je crois qu'il y a une tentation où il y a en tout cas une volonté de vraiment d'avoir une manière de vraiment la vendre à un très haut prix, j'imagine, mais en même temps, il n'y a pas assez d'intérêt pour ça. Et puis, en même temps, ce n'est pas encore dans une condition où il y a toute une documentation. Donc, dans ce cadre-là, en tout cas, on n'a pas encore résolu la situation, mais on parle de musique, on va dire de musique populaire liée à des rituels, où il n'y aurait pas forcément, je dirais, les mêmes enjeux économiques que s'il y avait un enregistrement, je ne sais pas moi, de Gilberto Gil qui refait surface, ou autre. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question, mais pour le passé... Ouais, il y a quand même des enjeux qui sont intéressants, parce que typiquement, donc là, cette négociation qui est en cours avec cette archive privée que je mentionnais tout à l'heure, elle est problématique pour nous à bien des niveaux. C'est-à-dire que déjà, en fait, la personne est franchement à niveau, parce qu'il y a une dimension interpersonnelle qui est importante dans ce genre de cas de figure. Elle est un petit peu spécial, on va pas se mentir, et c'est pas que nous qui le disons, parce qu'en fait on travaille avec des partenaires brésiliens ici, je pense que c'est important de le souligner, qui eux ont eu mal à faire avec lui depuis des mois et qui n'y arrivent pas, en fait, parce que la personne est un peu instable. Le problème en plus que moi je vois, d'ailleurs on a appris ça en la rencontrant, mais c'est qu'en fait elle a une archive privée, mais il n'y a rien qui est clearé. C'est-à-dire que à la limite, pour nous, ce qui est le plus important, c'est que les personnes, les ayants droit, les ayants droit qui ont des gens qui ont performé si l'enregistrement soit payé. Et là, en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'il y avait de grandes chances que si on paye cette personne, et ben en fait, il n'y a aucune garantie, comme ce que je mentionnais par rapport à ce qui nous arrive au Kenya, il y a une forme de rétribution qui parvienne en fait aux ayants droit. Donc ça c'est très problématique. Après, évidemment, et on n'est pas totalement naïf, on a plusieurs cordes à notre arc. Et on met pas tous nos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que typiquement là, donc nous dans quelques jours, on va se rendre dans l'état de Bahia, au nord, qui est quand même l'endroit le plus important entre guillemets pour le sujet qu'on est en train de développer, sur le camp d'Omblé d'ailleurs. Je crois que je l'ai pas mentionné. Certains d'entre vous doivent peut-être le connaître, mais il y a des institutions comme la Fondation Pierre Verger où on sait que qui sont importantes là-bas et sur ce sujet, où on sait que la conversation risque d'être un petit peu plus policée, entre guillemets, dans le sens où cette négociation sera sur la base aussi, je pense que c'est important de le dire, mais sur une base contractuelle. Ce qu'on essaye de pousser d'ailleurs là avec cette archive privée, mais en fait, il faut vraiment réévaluer en fait les situations au cas par cas, parce qu'on est, nous en tout cas, amenés à traiter avec des acteurs de nature totalement différente, des institutions, des privés, voilà. Et donc ça change du tout au tout, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Alan, Olivier.
Travaillez bien. Et puis, on essaie de se retrouver à Paris, j'espère en septembre, pour le rendu de ça. On entendra informer la CIM pour qu'il fasse, si ça intéresse des gens, de venir voir l'issue de ce voyage. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Damien, et merci. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou quoi, pour continuer la conversation, ce sera avec grand plaisir. Et navré de ne pas avoir pu être parmi vous physiquement cette fois-ci en tout cas. Et bonne table ronde. Bonne table ronde. Merci. Au revoir. On va continuer avec Julie. On va continuer sur des patrimoines musicaux qui recouvre quand même des musiques traditionnelles, on va dire ça comme premier mot valise. Mais cette fois, là où Flip Project, vous comprenez, n'hésite pas à voyager, n'hésite pas, va piocher un peu dans le monde pour faire un catalogue très, très étendu. Toi, déjà, tu es professeur, tu es chercheuse, ton statut est sous lequel on t'accueille, c'est coordonnatrice de la recherche pour le CMTRA. Et donc, ton travail est vraiment ancré sur un territoire plus circonscrit, mais du coup, plus en profondeur, et qui t'a permis, avec le CMTRA, de développer une plateforme que tu vas nous présenter aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Okay. Eh bien, merci déjà tout d'abord pour l'invitation. Je suis enchantée d'être là, d'avoir pu aussi présenter des choses ce matin. Et là, je veux vous présenter quelque chose complètement différent. Donc, je vais juste commencer par présenter très très rapidement le CMTRA. Comme vous l'avez constaté ce matin, pour ceux qui sont venus me voir, on fait plein de choses différentes et pour aller en profondeur sur un sujet, je ne vais pas m'étendre sur le reste. Vous pourrez aller voir sur le site du CMTRA. En tout cas, voilà, c'est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. On est aussi labellisé Ethnopole par le ministère de la Culture qui valorise toute la dimension collectage, recherche, centre de ressources, recherche-action, médiation scientifique autour des questions d'anthropologie de la musique, autour d'une thématique qui est musique, territoire et interculturalité. Donc là, on fait plein de choses. Je vous ai mis le site juste rapidement pour vous dire. Donc on a une dimension mise en réseau des acteurs locaux dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui. Vous pourrez aller voir sur les acteurs. Par exemple, on a aussi, ça faisait écho à ce dont on parlait hier, beaucoup d'artistes régionaux qui s'autoréférencent, donc des artistes amateurs, semi-professionnels, émergents, qui s'autoréférencent ici et qui peut être aussi une ressource intéressante pour les bibliothécaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, bon, voilà, on a un festival, etc. Et puis, donc, on mène des projets de recherche-action et on est aussi un centre de médiation et de ressources. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement d'une plateforme qu'on a mise en ligne en 2020, qui est la plateforme Infrason, et en fait, qui est une cartographie sonore de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, Damien va me couper à un moment donné parce que j'ai toujours beaucoup trop de choses à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les centres de musique traditionnelle Rhône-Alpes, donc le nôtre, il existe depuis les années 90. Il fait suite à tout un mouvement dans les années 70 de collectage en milieu rural par des musiciens, des militants de l'éducation populaire, etc., qui allaient chercher dans les campagnes françaises, un peu sous une démarche à la fois de sauvegarde d'une culture qui serait en voie de disparition, mais aussi de militantisme, de sortir un peu des canons des musiques de masse, et aussi avec une volonté politique à cet endroit-là. Donc, ça a existé un peu partout en France. On a parlé de Dastum aussi hier. On a un certain nombre de centres de musique traditionnelle en France, institués dans les années 80-90. La spécificité du CMTRA, c'est qu'en fait, on est ancré en métropole lyonnaise. Et donc, en fait, à partir des années 2000, on a décidé aussi d'ouvrir la question des musiques traditionnelles à d'autres formes de musique qui sont traditionnelles, ou en tout cas qu'on peut mettre sous cette catégorie-là, parce qu'en tant qu'anthropologue, on
questionne aussi tous ces mots qu'on utilise et ces catégories, mais en tout cas, des personnes qui sont issues de la migration et qui pratiquent aussi des musiques sur le territoire lyonnais, métropolitain et puis plus largement en Rhône-Alpes, et qui ont aussi des choses à transmettre sur des questions de tradition, de transmission de musique. Donc on a ouvert cette appellation de musique traditionnelle à un certain nombre de pratiques. On est allé aussi très loin pour essayer de déconstruire cette question de musique traditionnelle. Mais donc on est héritier, on a des fonds d'archives qui sont donc ceux des années 70, et puis on a aussi des fonds d'archives beaucoup plus récents qui sont liés à des collectes qu'on continue à faire aujourd'hui, qui sont des récits de vie, parfois des contes aussi. Ils ne sont pas forcément que des enregistrements de musique. Donc, ce que je vais vous présenter très rapidement, donc cette cartographie sonore pour que vous vous fassiez une idée. Donc on l'a porté aussi avec l'AMTA, donc c'est l'agence des musiques traditionnelles d'Auvergne, puisque maintenant on est on est dans une seule région administrative, et on va pouvoir aller naviguer à travers des archives sonores, ou en tout cas des extraits d'archives sonores, à partir d'une carte donc de la région. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en fait, on peut aller naviguer de différentes manières. Donc évidemment, on peut zoomer, mais on peut aussi faire des recherches spécifiques sur la carte pour aller écouter donc des extraits sonores. Je peux vous faire écouter un extrait sonore qui date des années 70 ici, qui a été enregistré en Isère. C'est un rigodon, donc une danse et un air musical. Je vais essayer, je vous ai préparé des petits extraits, je vais essayer de les faire très très courts, mais après vous allez pouvoir naviguer sur cette cartographie. C'est bien, alors j'ai pris le rigodon du Val-Guatemala. Je suis désolée, ça va être très rapide à chaque fois. Mais c'est pour vous donner un peu une idée des enregistrements qui ont pu avoir lieu dans les années 70. Il y a d'autres aspects donc, de cette cartographie sonore infrason. On a d'autres entrées. On a l'entrée par les ressources. Donc là, on va avoir des balades sonores, des articles plus des focus, où à chaque fois, il y a des renvois vers les extraits sonores à écouter sur la carte, des éclairages spécifiques, et puis des outils de médiation. Pour l'instant, ils ne sont pas encore très présents, mais en tout cas, ils vont arriver. Là, à cet endroit-là, on peut aller voir effectivement des articles plus complets sur des questions spécifiques. On essaye de l'alimenter comme on peut, de manière plus générique. Par exemple, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt sur les fonds anciens liés au CMTRA, mais on peut aussi avoir des éclairages spécifiques. Alors là, évidemment, je ne retrouve pas sur des projets de recherche-action plus récents. Bon, je vous ai choisi un extrait à écouter ici. Par exemple, entre 2008 et 2010, le CMTRA s'est installé dans le quartier, dans un des départements de Lyon. C'était sur un projet qui s'appelle Musique du 8, où on est allé juste voir en fait les musiques qui étaient pratiquées dans le quartier de Musique du 8, et on les a enregistrées. On a fait une cartographie sonore du 8e arrondissement de Lyon, et donc on peut aller écouter des choses qui sont plus en lien avec ce projet plus récent. Je vous fais écouter un tout petit extrait. Ça, c'est de la musique, des musiques comoriennes. Voilà, c'est ça.
Moi, je suis désolée, je coupe en plein milieu, mais... et puis, il y a une dernière dimension à ce projet, à cette plateforme infrason, c'est une dimension contribution, où on invite en fait les acteurs de la région à s'approprier cette cartographie sonore, donc à la fois pour aller l'explorer, mais aussi pour devenir eux-mêmes et elles-mêmes contributeurs de cette cartographie sonore, pour que en fait ce soit pas le CMTRA qui décide de ce qui fait patrimoine aujourd'hui sur la région, mais qu'en fait des personnes qui se disent moi j'ai quelque chose à proposer et je sais que ça peut, en tout cas ça fait sens pour moi de le mettre en ligne, ça puisse être accessible. Alors évidemment c'est rarement, en tout cas pour l'instant, des personnes individuelles qui le font, mais ça sera plutôt des bibliothécaires ou des radios locales. En tout cas, il y a différents contributeurs qui sont petit à petit formés et intéressés à s'approprier cet outil. C'est aussi une démarche qui est importante pour nous, dans le sens où, effectivement, une fois qu'on a mis les choses en ligne, souvent, ça ne suffit pas à ce que ça vive, et qu'en fait, il faut être présent, faire découvrir l'objet et proposer des choses autour de ça pour qu'en fait, ça ait une vie qui soit utile et intéressante pour les personnes. Dans cette démarche-là, justement, j'ai mes notes qui sont un peu parties dans tous les sens. Je vais revenir un peu là-dessus plus tard, notamment avec un lien qu'on a fait avec la Bibliothèque municipale de Lyon, qui s'est vraiment approprié l'objet, qui a installé un poste d'écoute d'infrason dans ses locaux et qui elle-même verse des archives sonores parce qu'elle s'est découverte un fonds d'archives sonores qui n'avait pas été traité et qu'elle avait envie de valoriser, et du coup qui est devenue contributrice d'infrason à ce propos. Juste pour revenir un tout petit peu sur les questions qu'on se pose, parce que évidemment moi je suis anthropologue et on est aussi en lien avec une commission scientifique, des géographes, des historiens, etc. Et en fait on se pose énormément de questions à partir de cet outil de la cartographie qui est très intéressant, parce que notamment je voulais vous montrer, on ne peut pas verser des fonds complets parce que c'est toujours très... les fonds complets, c'est quand même assez inaccessible de manière large parce qu'il y a des notices qui sont très complexes, etc. On est aussi partenaire d'une base interrégionale des patrimoines oraux où il y a les fonds entiers à aller écouter. Et en fait, Infrason devient en fait une manière d'accéder, d'entrer en fait en relation avec ces... ça s'ouvre pas, mais en tout cas, ça s'ouvrira peut-être à un moment donné, d'avoir un premier aperçu des archives sonores plus générales qui existent, sans être dans un dispositif trop lourd et trop complexe pour des néophytes. Donc c'est vraiment, vous le voyez, c'est très ludique, on peut aller naviguer sur la carte de la région, et ensuite, si on a envie d'approfondir, on peut aller sur cette base interrégionale du patrimoine oral, qui renvoie vers des bases de données vraiment complètes. Mais c'est aussi possible, si on n'est pas archiviste, documentaliste, etc., d'avoir un fonds où on a juste envie... elle ne marche pas là actuellement, mais c'est comme ça. En tout cas, de mettre en ligne juste des extraits sonores avec très peu de notices à côté, ce qui permet une grande liberté dans la manière de partager des archives sonores. Ce qui est aussi, en tout cas, les questions qu'on s'est beaucoup posées au CMTRA, c'est sur le choix, en tout cas, c'est sur cette notion de patrimoine sur laquelle on est quand même, on est toujours partagé, parce qu'effectivement, on l'a vu hier en parlant de patrimoine, on l'a vu à plein d'endroits différents, c'est qu'en fait, c'est aussi un outil pour imposer une certaine vision du monde, imposer, en tout cas, il y a des rapports de pouvoir qui sous-tendent cette notion de patrimoine, où en fait, on sauvegarde certaines
certaines choses, on n'en sauvegarde pas d'autres. Et c'est ça qui fait commun. Et en fait, c'est un peu dans cette dynamique et dans cette démarche-là qu'on interroge et qu'on a envie d'inciter à la participation autour d'Infrason, justement pour sortir un peu d'une posture de sachant. Et nous, on sait c'est quoi le patrimoine oral de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais tout le monde peut se l'approprier. Et donc, du coup, on a à la fois parfois des enregistrements sonores qui sont... qui peuvent être choisies par nous parce qu'on apprécie l'esthétique ou parce qu'elles sont révélatrices d'un fonds de collecte important, parce qu'il y a eu un collecteur qui a vraiment fait tout un travail, etc. Mais on est aussi dans l'idée qu'on peut avoir des enregistrements beaucoup plus disparates avec des sonorités de micro, des sons de la rue, etc. Enfin, en tout cas, qu'on accepte aussi de se dire que le patrimoine sonore, c'est une variété d'objets, et ce qui est important, c'est ce qui fait sens pour les personnes qui la mettent en ligne. Donc, on s'est aussi posé beaucoup de questions, juste pour avancer un tout petit peu là-dessus, sur cette question de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire pointer une pratique culturelle ou un enregistrement sonore sur une carte? Est-ce qu'il n'y a pas aussi... en tout cas, on a été très mal à l'aise avec toutes les discussions qu'on a eues avec les anthropologues, de se dire, en fait, en disant que sur cette carte, à tel endroit, on a enregistré telle musique, est-ce qu'on ne crée pas une représentation du territoire en se disant, cette musique, elle est originaire de ce territoire-là, alors qu'on sait très bien que les musiques, elles circulent, qu'il y a des dynamiques, et est-ce qu'on n'est pas en train de figer une perception, une vision de ce patrimoine sonore. Donc du coup, on a essayé, puis même, je dis un peu les idées un peu à tort et à travers, mais par exemple sur la carte, on s'est même posé la question de comment représenter les frontières, parce que en fait elles ont toujours bougé. Il y a des frontières physiques, il y a des frontières naturelles en tout cas, il y a des aires linguistiques, il y a des départements, des frontières administratives. Qu'est-ce qui fait sens pour nous de mettre une frontière à tel endroit, alors qu'en fait on sait très bien que les frontières, c'est aussi des espaces d'interaction, des espaces d'échange, et donc on a réfléchi à mettre par exemple différents filtres. On peut changer les filtres, on peut mettre les aires linguistiques, ou on peut mettre pas de filtre du tout sur les frontières, déjà pour essayer de casser un peu l'imaginaire autour de ça. Et puis là où on a le plus de questionnements, c'est qu'on est face à des fonds, évidemment, on ne sait jamais exhaustif. Déjà, ils ne sont pas tous traités, ce qu'on nous a donné, mais en plus de ça, on est sur des pratiques qui tendent à redonner une vision qui nous semble pas forcément juste, mais qui sont liées à une pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir en milieu rural, on va avoir des chants ou des musiques françaises enregistrées dans les années 60-70, et puis en milieu urbain, on va avoir des musiques de l'immigration qui vont être mises en valeur, qui sont liées à des projets plus récents. Et on va avoir des espaces où il va y avoir rien sur notre cartographie, des espaces où il va y avoir plein de choses. Et en fait, l'idée aussi, c'est de petit à petit pouvoir à la fois alimenter cette cartographie sonore pour que tout le monde puisse s'y retrouver plus ou moins, mais aussi de pouvoir créer un discours et en parler pour dire effectivement ce n'est pas un calque de la réalité, mais tout ce qui a été mis en ligne est lié à les personnes qui ont eu un intérêt à un moment donné à aller à tel endroit, et après les autres personnes qui ont traité les fonds, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, que il n'y a que des musiques du domaine français en territoire rural, qu'il n'y en ait pas du domaine, qu'il n'y ait que des musiques de l'immigration en milieu urbain, ou qu'il y a des endroits où il n'y a juste absolument rien. C'est destiné à être toujours alimenté.
Peut-être une autre chose, bon, j'avais prévu plein d'écoutes, mais je pense enfin, si jamais on a le temps, à la fin, on pourra en réécouter d'autres. Une dernière chose dont je voulais parler, c'était que pour contrebalancer encore une fois ce rapport cette posture, ce pouvoir qu'on a à travers une cartographie sonore de proposer une représentation du monde qui est forcément faussée, on a aussi décidé de s'inspirer de tout ce courant, par exemple des contrecartes en géographie, qui valorise le fait, effectivement, bon, la contribution elle est très importante, hein, comme je vous disais, mais aussi une vraie diversité d'éléments sonores à mettre en ligne pour que petit à petit cette cartographie sonore elle devienne vraiment, enfin c'est l'idée de la thick mapping, donc cette densité de la carte, c'est-à-dire que plus on va avoir de ressources sonores différentes, pardon, j'ai parlé toute la matinée, donc j'ai presque plus de voix. Donc, plus on va avoir de diversité de contenus, que ce soit de diversité de contenus musicaux, de diversité de récits de vie, de diversité de contes. On a aussi une diversité de contenus sur des paysages sonores qui ont été enregistrés aujourd'hui ou plus anciens. L'idée, c'est que en fait, ce patrimoine sonore vous l'aurez compris entre-temps, mais n'est pas unique et peut être remodelé en fonction des personnes qui participent à ce projet, avec l'idée que ce patrimoine, on considère le patrimoine comme quelque chose qui est toujours en train de se faire, qui est un verbe plutôt qu'un nom, qui est quelque chose qui nous permet d'avoir des ressources communes pour faire commun et qui est quelque chose qu'on peut aussi après revendiquer face à d'autres institutions patrimoniales. Je pense que je vais m'arrêter là, je sens que... Parce que j'ai des questions non, mais parce que tu disais que vous continuez, et c'est fait pour continuer à être alimenté. Comment, et que c'est ouvert à tout le monde, comment vous donnez les clés pour alimenter cette cartographie, et surtout, pour revenir à l'intitulé, comment est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à identifier des patrimoines musicaux qui ne seraient pas encore... alors c'est peut-être la découverte de fonds des années 60, ça, j'imagine que ça arrive de moins en moins, mais peut-être quand tu dis qu'il y a des trous, est-ce que c'est une entrée, le fait qu'il y a des trous là, est-ce qu'on va aller voir là, enfin comment est-ce que vous faites évoluer cette cartographie et comment vous continuez à réussir à identifier de nouveaux fonds, enfin, de nouvelles traces. Alors, il y a beaucoup de questions en une. Déjà, bon, d'une part, je ne vous ai pas dit, on est quand même une association, donc on est aussi tributaire, bon, évidemment, des subventions. On est 6 dans l'équipe, je vous ai parlé de la diversité de nos actions, donc en fait, en vrai, on a une collègue, enfin, elles sont 2, mais sur un poste de plein temps, on est sur un équivalent temps plein, qui travaille principalement sur cette cartographie sonore. Donc déjà, effectivement, on est à une époque où tous les collectages des années 70, on a pas mal de personnes qui commencent à vieillir, qui veulent les transmettre, et on n'a juste absolument pas les moyens de tout traiter. Donc on essaye d'accepter comme on peut ce qu'on peut, mais en fait, on a une masse de fonds qui ne sont pas traités, ils ne le seront pas tout de suite, malheureusement. C'est vrai qu'on a eu une démarche au CMTRA, contrairement à d'autres centres de musique traditionnelle, qui a été vraiment autour de la question de la médiation, autour de ces questions patrimoniales, dont fait partie Infrason, dont fait partie le lien les liens qu'on peut tisser sur le territoire, notamment avec les réseaux de lecture publique, qui nous semblait important aussi de sortir de cette possession de patrimoine physique à Lyon même, mais que ça puisse être redistribué dans tout le territoire. Donc c'est vrai que maintenant, ce qu'on a fait depuis le départ d'Infrason, c'est qu'en fait, on s'est concentré sur on est passé par département. Donc on a fait la Drôme-Ardèche,
tout au début, donc ça nous a permis de traiter un fonds Drôme Ardèche, mais de le faire directement en lien avec les réseaux de lecture publique à cet endroit-là. Pour l'alimenter également, du coup, on donne des formations dans ce département à tous les bibliothécaires qui sont intéressés, pour qu'ensuite ils puissent se l'approprier. Il me semble que dans les bibliothèques d'Ardèche, maintenant, il y a un accès direct à Infrason sur la plateforme. Donc, on essaye de reformer, en tout cas d'être présent à cet endroit-là. Pour la contribution extérieure, ça se fait pour l'instant. Alors, on ne peut pas se créer un compte en ligne direct comme ça. Ça nous demanderait beaucoup trop de travail de modération. Par contre, s'il y a des personnes qui sont intéressées, des institutions qui ont envie de participer, il y a un entretien préalable qui se fait avec mes collègues. On analyse qu'est-ce qui est le plus pertinent. Par exemple, la BMM de Lyon, elle met d'abord ses fonds sur la base interrégionale du patrimoine oral, et ensuite elle met des extraits sur Infrason, ce qui permet quand même d'avoir une double entrée avec des collections complètes d'un côté et avec une entrée plus ludique de l'autre. Et puis ensuite, sinon, comment on continue les collectes ? Nous, au CMTRA, on s'est un peu éloigné petit à petit des collectes juste de musique à proprement parler, pour essayer d'aller explorer la question des droits culturels, évidemment, mais aussi juste du point de vue du vécu des personnes. C'est pour ça que j'en ai parlé à certains, en tout cas aujourd'hui. On est passé, par exemple, sur des collectes de biographies d'écoute musicale des personnes, ce qui peut aussi nourrir cette cartographie Infrason à partir d'une autre entrée. C'est pas encore le cas, on n'a pas encore mis en ligne, mais en tout cas, on continue dans cette démarche d'aller rencontrer des personnes autour de la question de la musique et de voir quelle est la présence tout simplement de musique aujourd'hui parmi les personnes qui habitent ce territoire, et qu'est-ce qu'on peut en tirer de connaissances en fait du lien que la musique est un peu une porte d'entrée pour comprendre comment on vit en société en fait. Donc du coup, je ne sais pas si c'était toutes les questions en une, mais en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ? Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question en fait sur la particularité d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est maintenant la région qui a le plus d'orchestres d'harmonie, toute cette question de la pratique amateur qui est quand même assez ancienne et pas du tout liée aux musiques urbaines ni aux musiques traditionnelles. Est-ce que ça ferait partie du champ de collecte ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est des problématiques de droit aussi pour les extraits musicaux, puisque typiquement ce qui est joué par les orchestres d'harmonie, ce sont des musiques qui sont couvertes par le droit d'auteur. Comment vous pourriez les collecter ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout collecté l'espace des harmonies. Il y aurait aussi celui des fanfares, par exemple, où il y en a énormément dans la région. S'il y avait des acteurs qui regrouperaient plusieurs harmonies ou plusieurs fanfares, etc., qui auraient envie de partager leur patrimoine sur Infrason, nous, on serait tout à fait ouverts à leur donner un espace d'expression sur cette plateforme, puisque, effectivement, comme je vous le disais, on envisage la question de la tradition. On peut en débattre longtemps, mais la tradition, à la base, c'est quand même de transmettre. Enfin, l'idée, c'est dans la racine latine du mot tradition, c'est de transmettre. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. On transmet des goûts musicaux, on transmet des pratiques musicales. Donc, effectivement, on pourrait aller à cet endroit-là. Et comme je le disais aussi, on est une petite équipe. Donc, on avance un peu à pas de fourmi comme on peut. Donc les contributeurs sont les bienvenus. Ensuite, sur la question des droits d'auteur, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas complètement comment les gérer. C'est-à-dire que c'est vrai que là, tant qu'on a une mise en valeur qui est non commerciale et juste vraiment juste de mise en valeur de ces fonds, alors les collectes plus récentes, on fait signer à des personnes toujours un droit à l'enregistrement et à l'utilisation non commerciale de ces enregistrements-là, avec toujours un espace où on dit, en fait,
le jour où vous ne le souhaitez plus en ligne, vous nous le dites, on s'engage à l'enlever immédiatement. Ça marche pour tout ce qui est effectivement les fonds qu'on a nous. Pour la question des harmonies, où il y a probablement aussi des enregistrements d'auteurs plus protégés sur les répertoires, là, ça nécessiterait de se renseigner un petit peu. Après, à partir du moment où on est quand même sur des extraits, on n'est pas sur des morceaux complets, ça peut être juste un espace de valorisation pour aller après découvrir des albums, des CD, enfin j'en sais rien, en tout cas d'aller ailleurs, quoi. Bon, bonjour, merci pour cette présentation. Concernant les collectes à visée plutôt linguistique, est-ce que vous êtes en contact avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France? Parce qu'ils ont mis en place un laboratoire mobile des langues et voilà, ça pourrait être un outil intéressant pour des collectes qui mettraient en regard la musique, le son enregistré et la langue parlée. Alors on est en contact avec eux, mais pour d'autres raisons. Notamment, ils ont soutenu financièrement le jeu Moésique que j'ai présenté, qui est plus un outil de médiation autour de l'usage de l'expression de la parole liée à l'écoute musicale. Mais on ne l'est pas directement sur la question des langues, sur infrason. Mais on est en contact avec eux, puis également avec, il y a un grand laboratoire de recherche qui s'appelle Dynamique du langage. Je pense que j'oublie un mot, c'est DDL, je crois, mais en tout cas à Lyon 2, qui a beaucoup de linguistes et avec qui on échange aussi régulièrement. On n'a pas encore trouvé l'entrée directement parce qu'effectivement, il y a des langues qui sont... en tout cas qui sont qui intéressent moins les linguistes, on va dire, parce qu'elles sont plus communément parlées, même si elles ne sont pas vraiment visibles dans l'espace public en France, en tout cas pas valorisées par les institutions. Et on est moins sur des langues de niche où les linguistes, ils adorent aller chercher, comprendre pourquoi dans cette langue on met en avant, je sais pas moi, telle manière tels adverbes pour parler du temps. Et ça, on n'est pas allé aussi loin. Nous, ce qu'on adorerait, ce serait que les linguistes s'emparent aussi un petit peu de cet outil-là pour qu'il y ait d'autres échanges plus concrets qui se fassent. On nous demande parfois si on a des enregistrements qu'ils pourraient eux-mêmes analyser, mais c'est vrai que finalement, on croule tous sous les fonds d'archives à analyser et qu'on n'arrive pas à tout faire. Donc, on est tous un peu dans nos urgences respectives. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Et là, par exemple, donc je parlais de projets qui s'ancrent dans différents départements. On a été en Drôme-Ardèche, on a été en Isère aussi les années précédentes. C'est pour ça que je vous ai fait écouter un rigodon justement juste avant. Actuellement, on fait un projet dans la Loire. Et là, on se pose la question du franco-provençal, qui est finalement pas si visible et valorisé, parce que en tout cas, il n'est plus parlé que dans des tout petits espaces dans la région. Et on aimerait bien aussi travailler avec des linguistes sur ces questions-là. Merci. On va prendre... Il y a une demi-heure de prévu entre les deux, peut-être qu'on prendra 20 minutes. Si Samuel est d'accord, Samuel Aubert qui fera la synthèse à la suite de cette table ronde. Merci beaucoup, Julie. De toute façon, tout est en ligne si vous voulez approfondir, et puis vous saurez comment trouver les contacts. Oui, n'hésitez pas. En tout cas, il y a infrason.org, c'est facile, cmtra.org, et là sur nous connaître, vous trouverez l'équipe. Si vous êtes vraiment intéressé par infrason, je vous conseille d'aller contacter Laura Souillard. Je vous mets là le contact, juste le temps qu'on ouvre le PowerPoint suivant. Voilà. Sylvain Quément, donc, qui est ici pour représenter le projet Radio Minus, où vous êtes principalement deux à la manœuvre
Alors, ce jour on m'est commence devenu- par la fin, ça va pas, ça va Tu me vas nous dévoiler préciser tout ça. mes slides. Là, on est sur un autre domaine qui va certainement recouvrir des réalités, des préoccupations qu'on a abordées, mais sur une entrée complètement différente. C'est l'histoire du patrimoine musical jeunesse, qui est votre matière première, voilà, pour faire découvrir des musiques particulièrement méconnues finalement du grand public. En tout cas, voilà, c'est parti. C'est parti, 15 minutes, où est mon chrono? Merci d'abord beaucoup pour cette invitation et c'est à la fois un plaisir d'être ici et en même temps vous êtes un public relativement intimidant. Je vais essayer de tenir mon timing en étant consciencieux et comme j'ai tendance à être bavard, je t'en prie, il faut absolument me faire des grands gestes. Si j'énonce des platitudes que vous connaissez tous et toutes déjà, vous soupirez, vous manifestez publiquement qu'on s'ennuie un peu. Comme l'a à peu près résumé Damien, Radio Minus est un projet consacré au trésor caché du disque pour enfants. Je vais préciser du disque parce que la question de la musique pour enfants est une question plus générale qui dépasse ce seul cadre et qui nous entraînerait encore beaucoup plus loin que notre sujet d'étude en lui-même, qui est déjà un sujet malheureusement démesuré. Donc Trésor caché du disque pour enfants, c'est un projet qui est né en 2013, qui était un projet né d'une sorte de collectif informel. Je me rappelle d'un conseil d'une amie programmatrice qui m'a dit « mais précise que vous êtes à la base, vous avez des profils d'artistes ». Et j'ai mis un petit moment à comprendre pourquoi. Je pense qu'elle voulait dire qu'on était à la fois, donc on n'est pas des chercheurs universitaires, on n'est pas non plus des start-upers, on n'est pas des gens qui sortiraient d'une école avec un projet commercial ou autre qui voudraient monter un pure player à destination des enfants. Et c'est vrai qu'on était une sorte de réunion informelle de personnes qui s'intéressaient à la question de la musique et du disque pour enfants. Pour certains, alors moi même musicien à la base, pour d'autres graphistes ou éditeurs. Et il y avait une sorte de noyau dur. Il y avait mon collègue Guillaume à l'époque, avec qui je travaille toujours ponctuellement en tandem sur un duo plutôt de musique électronique et d'audiovisuel. Et là, je suis mal parce que si je commence là-dessus, on ne fera pas un quart d'heure. Mais il s'est occupé de l'aspect identité visuelle du projet notamment. J'ai commencé à lancer l'idée à la base d'une web radio pour Radio Minus, c'est d'où l'intitulé radio, qui n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui. Mais à la base, le projet était sur Internet sous forme de web radio. Et très rapidement, on a commencé à proposer des événements publics dont je vais vous parler maintenant et à développer les activités sous toutes sortes de formes différentes. L'un des aspects aujourd'hui, donc ça fait bientôt 12 ans, je crois, si je compte à peu près correctement, l'un des aspects principaux aujourd'hui de notre activité a consisté au cours de ces années à amasser la collection de Radio Minus, qui est une collection donc de trésor caché du disque pour enfants. Alors on pourrait se questionner la notion de trésor caché. C'est une manière pour nous d'indiquer qu'on s'est intéressé avant tout à des enregistrements qui n'étaient pas les enregistrements qui étaient habituellement montrés, valorisés ou célébrés, notamment à chaque fois qu'un ouvrage paraissait sur le sujet. Comme vous le savez sans doute, la musique et les disques pour enfants souffrent en général d'une image de marque assez terrible. Ils sont souvent peu considérés, un peu mésestimés, voire pour certains parents qui font des longs trajets en voiture, ça peut devenir extrêmement problématique. Et on a cherché dès le début un terme qui permette un petit peu d'indiquer qu'on n'allait pas s'intéresser au tout venant de la production, mais à des choses à part qui étaient, selon nous, dignes d'intérêt, dissimulées, cachées. Je pourrais détailler plus tard un peu tous les éléments qui nous font nous intéresser à tel ou tel disque ou à tel ou tel aspect. Donc cette collection, elle a aussi la particularité d'être totalement en provenance de tout pays, d'englober tous les styles et comme on le dit parfois aussi, de toutes époques et de bon ou de mauvais goût. Sachant que la mauvaise musique peut avoir un intérêt ponctuellement drôlatique tout à fait estimable. Au fil des ans, cette collection, donc, elle regroupe des enregistrements qu'on a rangés de manière tout à fait critiquable dans un certain nombre de catégories qui constituent aussi les chapitres d'un livre sur lequel on finit de travailler en ce moment. Ce sont des catégories totalement poreuses. Certains disques peuvent appartenir à plusieurs catégories, mais enfin, il y a des enregistrements qui relèvent de la chanson pour enfants, qui a peut-être été le volet qui a été jusque-là le plus étudié en tant que tel d'un point de vue critique ou du point de vue des ouvrages qui peuvent parler du sujet. Donc le premier aspect concerne plutôt la chanson. Le deuxième aspect est un aspect qui est venu suite à une proposition d'un site qui s'appelait Saintone, je ne sais pas s'il existe toujours, saintone.fr, qui nous avait demandé d'aborder la question des fictions sonores pour enfants,
puisqu'ils faisaient toute une thématique autour de la fiction sonore et de la fiction radiophonique. Et comme on s'intéressait avant tout à la musique comme étant la chose spécifique au disque, alors que le conte peut être à la fois de tradition orale mais aussi livresque et donc avait moins de rapport spécifique au disque, on s'est quand même dit qu'on était passé à côté de quelque chose, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, et on a commencé à récolter systématiquement les fictions sonores pour enfants qui comportaient parfois des musiques absolument remarquables. Ça va ? Vous suivez ? Le troisième volet est un volet qui s'est développé ensuite, qui était la question des disques pédagogiques et éducatifs, particulièrement obscurs, et même, je dirais, des documents pédagogiques, où on avait, alors là, pour le coup, tout ce qui était à la fois enregistrement des écoles pour des projets de fin d'année, des enregistrements amateurs, mais aussi tout l'aspect documents édités par le CNDP, le Centre national de documentation pédagogique, dont certaines séries comportaient des éléments musicaux très intéressants, et quelque chose qui a donné lieu à une compilation dont on parlera après, qui étaient les enregistrements publiés par le mouvement de l'école moderne, c'est-à-dire les enseignants qui travaillaient dans les classes Freinet ou sous l'inspiration du travail sur l'expression enfantine mené par Célestin et Élise Freinet. J'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je montre un autre aspect de la collection parce que mon collègue n'aime pas quand je mets les pochettes toutes mélangées les unes sur les autres, alors j'ai fait un beau gaufrier pour qu'on voit mieux. La quatrième catégorie, il y a un autre chapitre qui s'appelle Le Monde, ou une autre section qui s'appelle Le Monde, qui questionne plutôt les représentations du monde et qui englobe à la fois alors un certain nombre d'enregistrements, c'est toujours difficile à résumer, comment je peux dire ça ? On a souvent des... je fais le parallèle peut-être avec l'intervention précédente, mais on a les enregistrements issus des labels qui étaient souvent des labels coopératifs comme Nevenoé, et là comme Revolum dans le sud de la France, qui étaient des labels occitans, bretons, Bretagne était par là je crois tout à l'heure, et où on a recensé dans chacun de ces labels les enregistrements qui étaient destinés spécifiquement aux enfants, ainsi que les enregistrements produits dans les Antilles, Guadeloupe notamment, un petit peu Martinique, et au-delà de ça, tout ce qui questionnait à la fois le mouvement, comment je peux résumer ça, tous les disques qui ont été enregistrés en France à partir des années 60 par des émigrés qui arrivaient en France, comme Fawzi El Haïdi, comme... les enregistrements, la compilation produite par Richard Soudé pour Musaïka, chanson d'enfance des immigrés. Je pense que vous avez à peu près suivi. Il y a, en fait, toutes les musiques aussi qui n'étaient pas des musiques commerciales, qui étaient des musiques d'expression minoritaire en France et qui présentaient différentes visions du monde au sein suite à l'arrivée du mouvement folk. Enfin, c'est très mal résumé et là, c'est terrible parce que c'est enregistré. Ça va ? Je reviendrai là-dessus. Si j'arrive, vous pourrez poser dans les questions, ça m'aidera un petit peu. Un autre chapitre très important, c'est le chapitre qui s'appelle l'image, qui questionne tout simplement la musique à l'image et tous les disques en tant que produits dérivés du dessin animé et de la télévision, qui consiste en fait une source essentielle d'exposition aux enfants, enfin une source essentielle d'exposition des enfants à la musique, par des moyens indirects, que ce soit générique, musique d'arrière-plan, musique de film, etc., musique d'émission, jeunesse en général. Le dernier chapitre est un chapitre qui s'appelle L'enfant et qui questionne la place des enfants en tant qu'interprètes dans l'industrie musicale ou en tant qu'auteurs-compositeurs et l'évolution même de leur statut depuis les débuts de l'industrie du disque. Ça, c'était plus synthétique, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Pour constituer la collection, pas de secret, je ne vais pas trop m'étendre, je ne pense jamais à valoriser cet aspect du travail qui est la phase de collecte et d'archivage des disques. J'ai réuni quelques photos qui ne sont pas passionnantes, mais qui montrent un peu la diversité des endroits, sachant qu'on a systématisé en fait, pendant 12 ans la collecte de disques partout où on se déplaçait, que ce soit au fin fond de la Creuse ou au cours de voyages à l'étranger. Un élément qui m'a paru intéressant de mentionner aujourd'hui, c'est qu'on a surtout commencé à travailler avec le fonds patrimonial Heure Joyeuse, le fonds discographique Heure Joyeuse il y a quelques années, qui était un des principaux fonds discographiques ayant trait au sujet en France. On a eu aussi l'occasion d'intervenir à la BM de Lyon dans le cadre de l'exposition Sans fin la fête, qui était une exposition qui a eu lieu, j'aurais dû prendre la date, il y a, je dirais peut-être 3-4 ans, mais je peux me tromper. Et on a eu l'occasion d'aller visiter les silos où ils avaient des archives très intéressantes et d'articuler cette recherche avec une émission sur Radio Nova, qui est la radio avec laquelle la bibliothèque travaille en partenariat pour inviter des gens à venir fouiller dans les silos, piocher ce qui les intéresse et obtenir une émission au bout du compte. J'en suis où ? 8 minutes, c'est terrible. Diffusion.
Deuxième volet essentiel, notre activité, parce que cette collection n'aurait pas d'intérêt si elle restait sur nos étagères. La première chose qu'on a mis en place dès le début de Radio Minus, c'était le Radio Minus Sound System, qui a été en fait notre projet de DJ set festif et jeune public, qui s'est créé à l'invitation de Capitaine Futur, à l'époque à la Gaieté Lyrique, et qui est en quelque sorte notre produit d'appel principal, que je peux appeler parfois aussi notre cheval de Troie, dans le sens où c'est c'est une boom festive, participative avec les enfants. L'idée pour nous étant qu'on voulait à la fois qu'on travaillait sur le volet patrimonial, mais ne pas le diffuser uniquement à l'attention des spécialistes, des adultes ou des gens ou des mélomanes intéressés par de la musique inhabituelle ou pointue, mais que l'objectif c'était de prendre ce que nous on estimait être le meilleur pour l'amener en diffusion dans le cadre de nos booms avec les enfants, que ça soit du très dansant, mais aussi en ouverture ou en fermeture, des morceaux beaucoup plus étranges et qui nous paraissaient intéressants. Ça complétait le volet web radio, la web radio étant née d'une sorte de frustration par rapport à l'offre musicale pour enfants telle qu'elle existait à l'époque quand on a démarré en 2013, où on estimait qu'il y avait des choses bien, mais qu'on pouvait aussi amener notre touche et proposer quelque chose qui nous correspondait. En plus du Radio Minus Sound System, on a des activités régulières de DJ7 dans toutes sortes de contextes, et c'est quelque chose qui est souvent très appréciable quand on peut amener les disques dans des endroits différents. Il y a une inauguration d'école en haut à gauche, par exemple, qui s'est faite, pas mal de dates en plein air, une proposition au musée Cernucci qui était très intéressante par l'intermédiaire de Damien. C'était en même temps que à l'atelier, bon, bref. Voilà, c'est ça. Ah, il y a des infos que j'ai pas, mais d'accord. Parler de ça ici. Bah, c'est bien, ça fait le lien. Donc en tout cas, cette diversité d'actions, elle est pour nous très importante parce qu'on intervient dans toutes sortes de contextes, qui fait que ce n'est pas seulement les salles de spectacle, mais aussi des cadres plus inhabituels. Cette boom où on a sorti les disques et on les a fait tourner pendant longtemps, elle vient juste d'évoluer en une nouvelle forme qui s'appelle Turbo Minus, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, qui consiste à remixer l'ensemble de la collection de disques dans une nouvelle mouture encore plus dense et encore plus énergique. Je fais une parenthèse rapide pour un format qui me tient à cœur, qui s'appelle Pas d'Histoire, qui est une petite forme de séance d'écoute plus calme, qui est consacrée aux disques de fiction sonore, plus spécifiquement. Et cette séance d'écoute, elle se produit donc dans des contextes beaucoup plus calmes, notamment des partenariats avec des médiathèques ou des bibliothèques, ça s'y prête très bien. Et étonnamment, c'est une forme que j'aime beaucoup, qui est une sorte de séance de conte, mais avec les disques, où moi j'interviens finalement beaucoup moins. On pourrait appeler ça un collage aussi, tout simplement. Bizarrement, on nous la demande beaucoup moins de manière générale que la boom, ce qui reste une frustration. Les gens préfèrent toujours la fête, les ballons et les confettis. Mais c'est une séance plus étrange aussi, peut-être plus expérimentale. D'ailleurs, la photo en bas à droite, c'est une diffusion dans un club au Japon qui s'appelle Forest Limit, avec un public différent et qui correspond bien à cette branche de nos activités. Un autre volet de la diffusion qui est important, c'est le volet exposition. On a monté, est-ce que j'ai pris l'année? Je ne sais pas, elle n'est pas écrite sur la fiche, c'est terrible. Merci, vous êtes sympa. On a monté l'exposition miniature avec le fonds discographique Heure Joyeuse. C'était suite à notre découverte du fonds dans lequel on a pu fouiller à la Plaine Saint-Denis et à notre rencontre avec Françoise Ténier qui s'était occupée de ce fonds pendant des années, qui était une bibliothécaire importante à l'Heure Joyeuse, qui travaillait avec Anne Bustaré, qui est la principale personne en France qui a sorti des livres critiques sur le sujet de la musique pour enfants, et qui s'occupait à l'époque des diplômes loisirs jeunes. C'est cet autocollant que vous voyez parfois sur pas mal de vieux disques, un truc qui est collé rond. En général, si vous ne le saviez pas, vous allez maintenant les remarquer partout à chaque fois que vous trouverez des disques. Et donc, suite à la découverte du fonds, on a monté cette exposition en une durée assez courte, avec un partenariat entre l'Heure Joyeuse et le festival Formulabula à Paris. Dernier point lié à la diffusion, en parallèle à nos DJ7, on a inauguré le format Manche-Disque avec le Centre Pompidou-Metz il y a quelques années. C'était une carte blanche dont on a profité pour réunir plusieurs personnes autour de la thématique du disque. On a gardé au centre les DJ7 et la boom avec la diffusion de nos disques. Pardon ? Non, ça va ? Et en plus de ça, on avait la chance de pouvoir réunir en programmation plusieurs personnes qui travaillent autour de nous, des amis, des connaissances ou des artistes intéressants qui avaient un travail connexe autour de la question du disque. Je pense là à Élie Blanchard, avocat pour l'installation discographe. On voit un enfant qui a pu dessiner sur un gabarit qui ensuite est lu par une webcam qui déclenche la traduction sonore de ce qui a été dessiné. Alexis Malbert, Tapetronic et sa gravure de disque en chocolat, qui est un atelier d'initiation aux principes fondamentaux de l'enregistrement du son. Greg Eldur,
Grégory Héron pour les platines magiques aussi, où les enfants fabriquent des gabarits qui se mettent à tourner et qui déclenchent toutes sortes de sons. Et on avait comme ça sur une journée une proposition globale avec un ensemble de considérations autour du disque, de la fabrication à la diffusion, avec toutes sortes d'expérimentations. 14 minutes. Édition. Plusieurs compilations sont sorties, on travaille toujours avec des partenaires et pour l'occasion les compilations se sont faites avec le label français Born Bad, Chevance, etc. Celle-ci, c'est la réédition d'une série d'enregistrements que certains d'entre vous connaissent peut-être, une collection qui était née dans les années 70, qui était notamment distribuée d'abord et puis qui a été ensuite pleinement sur le label Chant du Monde. C'était des petits 45 tours, le directeur de collection s'appelait Philippe Gavardin. Ça a été beaucoup diffusé pour les titres les plus connus dans les écoles à l'époque, avec notamment les disques de Humbert et Moreau, les disques de Anne et Gilles, les Chantefab, Chantefleur de Death Note. Et nous, on a retenu pour cette compilation tous ceux qui n'avaient pas marché à l'époque, qui avaient été pressés à 1000 exemplaires parce qu'ils étaient trop bizarres, trop déroutants, trop avant-gardistes. C'était le pendant sonore de ce que faisait en édition pour enfants l'éditeur Arlingquist, si ça parle à certains. Et François-Rue Vidal, pardon. Plus précisément le tandem Arlingquist et François-Rue Vidal, qui avait une approche de l'édition un petit peu différente. Cette compilation, ça nous a permis aussi de rencontrer les gens qui étaient derrière. On rejoint les questions de droit qu'on a évoquées tout à l'heure. L'illustrateur Henri Galeron à droite, qui a fait la pochette. Jacques Cassard, musicien, et toute l'équipe, y compris Jean-Louis Méchali, Christine Combe, Gilles Méchin à droite et Jacques Cassard ici. Bref, il y a aussi l'aspect humain qui fait qu'à chaque fois, ça ressemble à un jeu de piste. C'est une collection sur laquelle il y avait très peu d'infos et on a pu reconstituer grâce à eux l'histoire aussi du label. Je vais préciser aussi que c'est en lien avec Audimat quand j'arriverai à la fin du volet édition, parce qu'il y a un lien important. La deuxième compilation, c'est celle concernant les enregistrements liés à la pédagogie freinée et au mouvement de l'école moderne, qui prend un peu le contre-pied de la précédente, puisque la première, c'était des enregistrements faits par des adultes à destination des enfants. La deuxième, c'est le mouvement contraire, dans le sens où c'est des enregistrements effectués par les enfants dans les écoles, avec une approche très expérimentale, totalement différente de ce qu'on connaît habituellement. Le volet édition, il comporte aussi un volet rédaction d'articles et édition papier. La compilation Chevance, elle a pu voir le jour grâce à l'article qui est paru dans Audimat initialement, qui a été la première publication, je crois, qu'on a faite avec Radio Minus, qui était un article assez copieux, qui a attiré l'attention du label dans une bonne dynamique. On travaille aussi avec d'autres structures comme Langue Pendue que vous avez en dessous. On a édité des bulletins d'information. Récemment, un article dans le magazine Qui Blinde, que vous connaissez peut-être, qui est plutôt un magazine graphique qui avait pour la thématique générale du numéro miniature. Et on a pu faire cet article sur les enfants dans l'industrie du disque en tant qu'interprète et l'évolution de leur statut. Je terminerai en disant que tout le travail, donc évidemment à chaque fois les compilations comprennent des notes de pochette conséquentes, parce qu'il ne s'agit pas seulement pour nous de réunir la musique et de la compiler, mais toujours de documenter, contextualiser ces disques sur lesquels il y a souvent très très peu d'informations disponibles. Donc à chaque fois on fait des notes conséquentes. On a même édité les notes du dernier au format fanzine. S'il est dedans, c'est pas sûr. Non, je ne l'ai pas gardé. Il y a un cahier complet, 24 pages, avec le détail qui reprend l'historique de la pratique musicale au sein du mouvement de l'école moderne. Et l'ensemble de ces éléments ont été des étapes de travail, y compris l'exposition sur le chemin de l'apparition du livre miniature, qui, si tout va bien, devrait advenir avant la fin de l'année 2025, mais j'ose plus rien dire parce qu'il y a eu des retards successifs tellement importants qu'on ne s'en sort pas. C'est un très gros livre. La maquette étant terminée, il nous reste 700 images à retoucher et on devrait y arriver bientôt. Merci. Merci beaucoup. Une des questions qu'on avait évoquées quand on a préparé ça, c'est alors peut-être que ce n'était pas le cas il y a 12 ans, mais aujourd'hui, est-ce que vous continuez à repérer des nouveaux ensembles? Comment est-ce que, à l'époque, vous avez identifié ça? Est-ce que c'est vraiment comme un digger qui va, tu disais, dès que vous allez dans une ville, en France ou à l'étranger, vous alliez voir le disquaire, ou est-ce que vous avez une méthodologie différente qui a peut-être évolué avec le temps? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez encore à trouver des catalogues qui vous étaient inconnus jusque-là, ou c'est bon là, vous avez fait le... Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. J'ai une réponse en 126 points. Premier point, non, on va pas la faire comme ça. La question du renouvellement, elle est importante. Je pense que déjà, depuis le moment où on a commencé,
Il faudrait un peu de contexte. Quand on a commencé Radio Minus, je pense qu'on était en sortie de l'âge d'or des blogs en France. Enfin, pas en France. Pourquoi en France ? De l'âge d'or du blog musical, où il y avait une sorte d'éclosion, 2007, 2008 peut-être, de toutes sortes de blogs qui remettaient en lumière tout un pan de musique oublié. Je pense à Mutant Sons, là, de mémoire, et puis il y en aurait plein d'autres, Mondrag Plentaille, etc. On est arrivé dans ce mouvement-là en se disant que sur le volet de la musique pour enfants, les choses restaient souvent très parcellaires, que c'était un secteur méconnu, que même les professionnels du jeune public, entre guillemets, connaissaient pas forcément l'histoire de ce secteur, l'histoire de ce qui avait été fait, ou que s'ils le connaissaient, ils le connaissaient de manière parcellaire, et parfois souvent, quand c'était des gens basés en France, limités à la France. Les gens qui connaissaient Raymond Scott ne connaissaient pas forcément ne connaissaient pas forcément les enregistrements freinés, ou ne s'intéressaient pas forcément au Schulwerk de Karl Orff, etc. Et que les choses étaient un petit peu segmentées. Donc on a pris un moment la fonction de vulgarisateur de ça. On a vu les laboratoires et les centres d'intérêt, je dirais, évoluer déjà à l'échelle de 10 ans. Quand on est arrivé, pourquoi je rappelle ça ? Parce qu'il y avait aussi une sorte d'intérêt global pour les années 60, par exemple, au début de tout ce qui avait été produit dans les années 60, puis 70 en France. Et là, on voit bien que déjà aujourd'hui, on a basculé le genre Oni, et l'Italo Disco, par exemple, qui était l'Italo Disco il y a quelques années, est complètement revenu en grâce à l'heure actuelle. Donc des trucs qui paraissaient inaudibles il y a 10 ans quand on commençait, ou très difficilement défendables, notamment chez les enfants chanteurs. Maintenant, les disques sont devenus très chers, très difficiles à trouver et se négocient à des tarifs très forts et ont beaucoup de demandes sur ça. Donc peut-être qu'on a vu ce renouvellement-là. Comme nous, on a limité notre champ de recherche volontairement au disque vinyle, on a été obligé de remonter avant au disque en gomme-lac parce qu'on devait comprendre certaines choses de comment l'industrie du disque s'était mise en place, notamment aux États-Unis dans les années 40. Mais on s'est un peu limité à l'objet disque. Je pense que la prochaine étape, si on commence à aller vers la cassette, on est mal. Mais c'est ce qui nous pend au nez, je pense, selon toute vraisemblance. Et on arrivera forcément à l'étape où on recommencera, et on commence déjà à le faire, à diguer du CD et à aller chercher là-dedans. C'est notamment valable pour les projets pédagogiques qui ne se sont pas arrêtés non plus à la fin des années 80 avec l'arrêt du vinyle. Les choses ont continué en CD puis en digital. Donc il y a ce renouvellement-là technologique. Après, j'ai pris des notes, je ne sais pas. Je me suis posé cette question parce que c'était le thème de la table ronde. C'était comment identifier un patrimoine musical. En fait, je me suis pas levé un matin en me disant que j'allais identifier un patrimoine musical, j'avoue, à la base. Donc, c'était pas du tout une démarche volontaire dans ce sens-là, mais il y avait un aspect. On cherchait simplement, on trouvait des choses intéressantes. On se les faisait passer entre nous, on se disait écoute, ça c'est super, c'est incroyable, pourquoi ça a été produit, par qui, comment, et on cherchait à comprendre et à identifier ça. Je pense que ce qui fait la spécificité du projet qu'on a et de notre approche, elle tient à plusieurs points. Certains ont sans doute des approches parallèles ou qui recoupent, mais on est quand même avec une veille artistique et culturelle permanente, dans le sens où on essaie de se tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui circule, des centres d'intérêt, de l'évolution des centres d'intérêt, d'évolution des laboratoires formels aussi, de ce qui se passe. Et c'est une composante importante, sachant que même si on n'a pas forcément envie de suivre telle ou telle branche ou telle comment on dit en voiture quand on prend une... Voilà, très bien. Je ne vais pas sur toutes les bretelles par affinité, mais en général, on est quand même à peu près au courant de ce qui est en train de se passer, et ça nous permet aussi ça nourrit ce renouvellement, évidemment, parce qu'on voit ah ouais, ça c'est intéressant, il se passe quelque chose de ce côté-là, allons voir par là. Je pense que par exemple l'aspect document pédagogique, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard dans notre recherche, parce qu'aussi c'est des objets fonctionnels, et ça m'amène au deuxième point, on va les faire dans le désordre, c'est pas grave, c'est qu'on a une approche essentiellement esthétique. Quand on a fait la compilation freinée, on en a parlé avec Jean-Louis Maudin, qui dirigeait la commission musique à l'ICEM, et qui disait, mais nous, ce qui comptait avant tout, c'est que ça soit bien pour les enfants, que ça soit dans l'intérêt de leur développement, de leurs apprentissages. Et nous, forcément, on arrive là-dessus avec une grille qui est différente, c'est-à-dire on arrive pour dire, cette musique, elle vaut le coup d'être écoutée indépendamment de cet aspect-là. Alors, ça ne remet pas en question l'intérêt que ça avait en interne. On le documente aussi dans nos notes de pochette, mais c'est vrai qu'on arrive avec un filtre esthétique et une approche esthétique qui parfois s'applique à des objets qui n'ont pas du tout été pensés initialement dans cette optique-là. On essaye aussi d'amener du sens critique, sachant que le secteur du disque pour enfants, il est souvent mis en danger par le côté...
nostalgique ou régressif qui peut lui être associé, qui contamine un peu l'ensemble de la production. Tu m'arrêtes quand les gens ne peuvent plus, hein, parce que voilà, j'y suis presque. Mais voilà, on essaie d'établir des hiérarchies, et même si c'est parfois des hiérarchies qui ne prêtent pas à conséquence ou qui n'ont pas forcément à voir avec nos goûts personnels. Mais des fois, de dire ça, c'est intéressant pour telle et telle raison, plus que ça pour telle et telle raison. Ce qui n'est pas quelque chose qui est si courant que ça dans la production jeunesse, un petit peu plus en littérature et en bande dessinée, mais en musique, c'est la critique musicale jeune public, on la cherche quand même souvent en bas de colonne dans la presse musicale de manière générale. Au-delà de ça, bon, je pense que vous avez compris qu'on a le double aspect à la fois festif pour nos événements jeune public, mais on a aussi le volet éditorial qui est devenu prépondérant au fil des ans, enfin même très important, c'est-à-dire de contextualiser tous ces disques, de comprendre leurs origines, d'aller interviewer les gens. Le livre, ça a été une 60aine d'entretiens avec des musiciens principalement, mais aussi des acteurs du réseau qui nous ont, ou des spécialistes de certains territoires comme le Danemark ou l'Allemagne, qui ont amené un éclairage particulier sur pourquoi il se passait des choses à tel endroit. Et je crois que je peux m'arrêter là. Il y a évidemment le dernier point, et ce pourquoi le projet était né, c'était aussi, venant d'une génération pré-Internet, on a mené le projet à la base comme une sorte de... afin de relever certaines barrières à la diffusion qu'ont souvent rencontré ces disques à leur époque, qui étaient des disques pas considérés, à petit tirage, à tirage limité, ce qui a moins marché dans une collection parce que c'était pas le moment, que c'était trop tôt, ou ce qui était des enregistrements amateurs pas destinés à une large diffusion. On prend une sorte de passe-partout et on essaye ce qui rentre finalement dans cette catégorie de trésors cachés, c'est toutes ces choses qui ont été à diffusion limitée à une certaine époque et dont on a dit à un moment qu'on espérait qu'ils pourraient obtenir une diffusion plus large. Est-ce qu'il y a quelques questions avant de laisser la parole à Samuel, sauf si tu veux une pause, Samuel, entre... Ok. Vous êtes magnifique. J'ai deux questions. Première question est cette pochette avec l'éléphant, c'est magnifique et vous avez vraiment chance pour parler avec les artistes, avec tout le team qui ont créé cette pochette. Et alors, quand vous êtes parlé avec monsieur qui a créé pochette, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi l'éléphant fume la banane? C'est quoi la signification de cette action ou pourquoi pas cigarette, pourquoi banane et pourquoi elle fume banane? Et deuxième question à propos du boom que vous avez organisé, ou la fête avec Disco Party, comme vous voulez, party pour les enfants. Question, c'est pour vous, est-ce que ça marche bien dans votre opinion? Est-ce que quelle est la plus musique, de quelle année c'est plus populaire? Dans quelle musique les enfants réagissent plus? Et pour les discothécaires qui ne sont pas vraiment spécialisés pour la jeunesse, on n'a pas de pédagogie, de formation pédagogique, qu'est-ce qu'un enfant aime comme les discothécaires animent quelque chose, quelque action? Quel est votre conseil pour nous qui ne savons pas? Alors, merci. C'est très dur parce que c'est deux questions auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. La première parce qu'il faudrait demander à Henri Galeron l'origine exacte de cette pochette avec le singe qui fume la banane. Alors je ne sais pas si on peut le dire, mais en français, quand on dit fumer de la banane, mais je pense que vous l'avez peut-être compris, il y a vraiment une allusion très claire à une substance illicite, en l'occurrence. Donc c'est encore plus grave que ce que vous croyez. Fumer de la banane, c'est fumer quelque chose qu'on n'a pas le droit de fumer. Et c'est vrai que voilà, c'était la collection datant des années 70, et bien qu'Henri Galeron soit une personne très sage à ma connaissance, on trouvait que cette image était particulièrement... elle marquait le coup pour une première réédition. C'était un disque qui est paru tel quel à l'époque. C'est pas une image qui a été faite pour la réédition, mais c'est l'image que nous, on voulait reprendre, au-delà même de ses qualités graphiques. Après, sur les raisons... je pense qu'il faut reconnecter. Donc Henri Galeron, comme la plupart, faisait partie d'un groupe d'illustrateurs et d'illustratrices, dont Nicole Clavelou, qui a aujourd'hui une belle remise en lumière en ce moment, mais aussi Patrick Couratin et d'autres, qui étaient donc liés à ce duo d'éditeurs, Arlingquist et François-Henri Vidal. Regardez peut-être le catalogue de l'exposition qui a eu lieu à la BM de Lyon, et puis même replonger dans tous les vieux albums de ces éditeurs. Vous y retrouverez cet état d'esprit lié à cette pochette. Sur laquelle je ne vais pas pouvoir dire beaucoup plus là. Et après,
c'est difficile votre question concernant les booms parce que ce qu'on fait aussi de manière très régulière, c'est justement à la fois tendre une perche aux enfants parce qu'on a envie de les faire danser, on a envie que le moment soit chouette pour tout le monde, les exciter, mais régulièrement on les prend aussi à rebrousse-poil et en cassant la dynamique de la boom en fait. Les DJ sets, souvent quand vous allez en centre de loisirs, les animateurs vont passer les morceaux du moment qui fonctionnent avec les enfants. Et depuis le début, notre ligne directrice, c'est parvenir à vous faire danser sur des morceaux dont vous n'avez jamais entendu parler. Et donc, quelque part, le but, c'est de passer ce qu'ils ne connaissent pas ou même ce qui leur paraîtrait aberrant, et en amenant par la participation, par des propositions d'activités, de chorégraphie, des choses connexes, à les maintenir dans la danse et dans le moment festif, mais sur des choses inhabituelles. Alors, je sais pas, je peux vous donner la liste des tubes si vous voulez de la boom. On a aussi, voilà, mais il y a des moments où on se repose sur des choses très efficaces. On a des morceaux de cumbia de Colombie qui cartonnent, on a rincé les disques, on les a achetés en plusieurs exemplaires parce qu'on les a passés, repassés. On a des morceaux brésiliens, on a des tas de trucs hyper efficaces. On a des morceaux entiers qui fonctionnent hyper bien. Mais on va aussi à chaque fois presque volontairement proposer des contre-pieds avec de l'électroacoustique, avec des choses très décalées, parce que sinon c'est trop facile et c'est pas l'enjeu du projet aussi. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire aussi, Turbominus, le nouveau projet, est venu aussi de ce constat qu'on avait envie de moderniser un petit peu le son justement et d'avoir à la fois la dimension patrimoniale vintage, mais aussi de pouvoir aller vers des choses plus actuelles et plus frénétiques avec des nouveaux outils. Maintenant, si vous voulez, et comme je n'ai passé aucun extrait audio parce que je savais qu'on manquerait déjà de temps, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Radio Minus. Il y a tous nos podcasts en écoute où vous avez beaucoup de références, les références des compilations. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est toujours joignable et on répond à toute question qui pourrait, je sais pas, servir ou prêter main forte. Une dernière question ? Ok. Oui, bonjour. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des dons de bibliothèques qui se séparent d'une partie de leur fonds vinyle ? Pas vraiment, je crois pas que je réfléchis en même temps, mais je crois pas qu'on ait eu de dons de manière générale. Et c'est vrai qu'en même temps, on est donc une équipe de particuliers avec des logements parisiens, ce qui poserait des questions de stockage qu'il faudrait peut-être qu'on étudie. Le cas de figure s'est jamais présenté. Après, ça peut être très intéressant. Notamment sur si on avait des choses qui arrivent sur un créneau qu'on n'a pas du tout investigué. Souvent on retrouve quand même un peu les mêmes choses dans les lots. J'ai pas souligné cet aspect-là, mais le secteur du disque pour enfants, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de recherches, beaucoup de trucs pas terribles pour un trésor caché trouvé au final souvent. Donc après, ce qu'on voulait pas faire au début, c'était collecter des documents en masse, et puis on a fini par le faire au fil des ans parce que ces documents présentaient un intérêt ou nous permettaient de comprendre d'autres choses, ou finissaient par constituer des collections thématiques sur la nourriture, sur des sujets précis. Ça nous permettait d'avoir un ensemble, même si tous les disques n'étaient pas géniaux. Il y avait comme ça, des fois, ils prenaient de la force de la thématique et du nombre. Je sais pas s'il y a un super stock de disques pour enfants occitans ou bretons dont j'ai pas entendu parler pour l'instant, ou de destinations plus lointaines, ou de documents pédagogiques d'une obscure école qui m'est inconnue. Je suis très preneur. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain. Merci, Damien.